Merci beaucoup, surtout aujourd'hui avec la belle journée à l'extérieur. C'est toujours agréable de voir autant de personnes dans cette salle. Comme Jean-Sébastien mentionnait tantôt, ça fait plusieurs sentiers de l'espoir que je fais, donc c'est toujours un plaisir d'être ici. Je suis au CHU Sainte-Justine, juste faire un lien avec la série de présentations d'avant sur la greffe. On a mentionné que Martin Champagne avait fait la première greffe en utilisant le centre Cordon en 1996. Le centre de cancérologie Charles Bruno a été créé pour cette raison-là. Il y avait un constat, évidemment, qui datait avant 1996, qu'il y avait beaucoup de besoins pour la greffe chez les jeunes enfants. Il n'y avait pas de lieu physique, donc ils venaient tous se faire greffer dans le milieu adulte, et c'était la raison d'être du centre de cancérologie Charles Bruno. Donc aujourd'hui, je vais essayer de trouver une thématique. Donc la thématique d'aujourd'hui, à travers mes travaux, les travaux qui sont faits à Sainte-Justine, notamment les miens, ça va nous montrer un peu l'impact de la médecine qu'on appelle de précision maintenant. On appelle ça la médecine personnalisée il y a quelques années. Ça change de nom tous les 2-3 ans, rendre ça sexy. En leucémie de l'enfant. Donc je vais commencer avec cette diapo-là. Cette diapo-là, il y a une bonne et une moins bonne nouvelle. Si vous regardez, concentrez-vous sur la courbe en rouge. C'est celle qui couvre les leucémies, les lymphobléstiques aiguës, qui est le sujet de mon programme de recherche. Et vous remarquerez, à partir des années 50, on ne sauvait pas beaucoup d'enfants, donc c'était à 0. Et à partir de ces années-là, il y a plusieurs groupes qui sont mis ensemble, donc à se concerter, à développer des essais cliniques, donc des protocoles, des recettes, si vous voulez, comment mélanger différents médicaments. Et en cours de route, comme vous voyez, jusqu'au milieu des années 90, on a eu une évolution constante et on atteint maintenant un taux de guérison d'environ 80-85 %. Ça dépend du type de leucémie. C'est la même chose, en gros, pour les autres types de cancers pédiatriques. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'à partir des milieux des années 90, on a atteint un plateau, et ça aussi, c'est vrai pour la majorité des cancers pédiatriques. Et la raison est simple pour ça, il n'y a pas nécessairement beaucoup de nouveaux médicaments qui sont développés en pédiatrie. Les progrès qu'on a faits depuis les années 50, c'est mélanger les mêmes médicaments de différentes façons. Donc, on a un urgent besoin, si vous voulez, à proposer pour ce groupe de patients-là, donc ceux qui ne répondent pas au traitement, proposer de nouvelles alternatives thérapeutiques, et je vais en parler un peu plus dans les prochaines minutes. Pour la leucémie de l'enfant telle qu'elle, ça représente à peu près un petit peu moins du tiers de l'ensemble des cas de cancer chez l'enfant. Je viens de mentionner qu'on en guérit plus de 80 % présentement, mais le 20 % qui reste, c'est encore une des principales causes de mortalité par maladie chez les enfants dans les pays occidentaux. L'autre aspect important aussi qu'on a tendance à négliger, on en sauve 80 %. Et on a commencé à les sauver à partir des années 50. Donc, on a présentement un groupe de jeunes adultes, 18-40 ans, qui sont les survivants de la leucémie de l'enfant. Et chez ces survivants-là, à peu près les 3/4 vont avoir des séquelles à long terme, dû au traitement qu'ils ont reçu. Donc, on a un 20 % qui, malheureusement, pour l'instant, vont mourir de leur maladie. Et on a un 80 % qui sont les survivants, chez lesquels on a des séquelles à long terme. Donc, on a deux terrains d'études, si vous voulez, ou de sujets de recherche. Donc, notre but, et ça, c'est pas juste le but de Sainte-Justine, c'est le but en général en pédiatrie, c'est de guérir les enfants et adolescents qui ne répondent pas au traitement avec les protocoles qui existent présentement, et de s'assurer qu'il y a une qualité de vie chez ceux qui répondent. Okay? Donc, c'est une vision un peu 20-80, donc le 20 % qui ne répondent pas et le 80 % qui répondent. Et on pense à Sainte-Justine qu'une partie de cette réponse-là est à travers la médecine de précision. Donc, à votre gauche, je cerne la problématique de ceux qui répondent à ce qui est rechute ou qui sont réfractaires. Donc, on a deux sujets d'études qui nous intéressent. La thérapie ciblée. Donc, est-ce qu'on est capable d'utiliser un médicament qui existe pour d'autres conditions qu'on pourrait utiliser pour le patient qui est devant nous. Et l'immunothérapie qui peut être aussi personnalisée ou ciblée. Donc, une petite twist, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais revenir avec une diapo un peu plus tard. Chez les survivants, il y a deux sujets d'études. Il y en a un sur la qualité de vie. Donc, premièrement, comment l'évaluer. Parce que Jean-Sébastien, tu mentionnais tantôt la qualité de vie. Si on pose la question aux médecins, aux chercheurs, aux équipes soignantes par rapport aux personnes qui le vivent, on n'a pas nécessairement le même portrait. Donc, sur la qualité de vie en général. Et sur les déterminants des séquelles à long terme. Si on veut agir sur ça, il faut comprendre quels sont ces déterminants-là. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait là, à travers ces 4 volets-là.
Donc, pour la thérapie ciblée personnalisée, on est capable d'aborder cette problématique depuis quelques années à cause d'une convergence de différentes choses. Et on a développé une expertise particulière au Québec en génomique, pas juste en oncologie, en général. On accède à une nouvelle technologie qui nous permet de regarder votre livre de vie, votre génome, qui a 3 milliards de lettres. Et on est capable de regarder chacune de ces 3 milliards de lettres-là. Et c'est un peu ce que j'ai illustré ici. Et d'identifier des mutations, des fautes de frappe. Et à partir de ces fautes de frappe-là, qui à ce moment-là vont être spécifiques à la leucémie, dans notre cas, et c'est déterminer ces fautes de frappe-là nous dit quelque chose, nous renseigne sur quelque chose. Et ce que je veux dire par là, par nous renseigner, si on regarde ici, c'est que si cette faute de frappe-là ne change pas la signification du mot dans votre livre de vie, ça ne nous intéresse pas, parce que ça ne change rien. Okay? Si cette faute de frappe-là change la signification du mot pour un autre mot, ça commence à être intéressant. Ça peut changer la signification d'une phrase, qui pour nous est une voie biologique. Donc, vous avez une altération au niveau d'une biologique, ça devient hyper intéressant, parce que oh, là, on pense quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, on voudrait peut-être contourner ça ou bloquer telle ou telle chose, et ainsi de suite. Donc, ces mutations-là, ces erreurs de frappe-là, qui vont changer le mot ou la phrase ou la signification d'un paragraphe, si vous voulez, de ce côté-là. On va appeler ça des mutations, des fautes de frappe qui sont actionnables. On pourrait prendre une action, on pourrait proposer une action. Et là, on commence à tomber dans la thérapie, je dirais, ciblée ou personnalisée. Donc, je vous donne ici 4 exemples, sans aller trop dans le détail. Le premier que j'ai mis en rouge, c'est vraiment le but ultime. On dit de proposer une thérapie alternative aux 20 % qui ne répondent pas, c'est ça. Est-ce que ces fautes de frappe-là nous renseignent sur un médicament existant? Puis le médicament n'est pas nécessairement un médicament qui a été développé pour la leucémie lymphoblastique aiguë. Ça peut être une autre leucémie, ça peut être un autre cancer pédiatrique, ça peut être un cancer adulte ou une autre condition. Okay? On a vu en adulte, par exemple, des médicaments pour l'hypertension qui ont eu un succès pour une tumeur solide. Donc, c'est ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments. Il y a aussi des mutations actionnables qui peuvent être utiles pour la prise en charge du patient. Donc, en oncologie, surtout en pédiatrie, on essaie de déterminer, lorsqu'on voit le patient, dans quelle mesure il y a un risque élevé, modérément élevé ou faible de rechuter. On appelle ça un risque de rechute. Ce qu'on appelle la stratification des patients, et on leur donne de bons médicaments au bon gros. Et souvent, si on n'a pas les données moléculaires, on n'a pas cette information-là, et on ne donne pas nécessairement le bon médicament à la bonne personne. Donc ici, avec ces outils-là, on est capable dorénavant d'être meilleur, si vous voulez, à donner le bon médicament à la bonne personne. Et le diagnostic, ça paraît banal, avec tout ce qu'on a en clinique. Lorsqu'on voit le patient devant nous, on prend une décision, évidemment, mais on n'a pas nécessairement toutes les données moléculaires, toutes les erreurs de frappe qu'on voit dans votre livre de vie. Et il arrive à l'occasion que le diagnostic n'est pas nécessairement le bon. Et si le diagnostic n'est pas le bon, le traitement, évidemment, n'est pas nécessairement le bon. Et on le voit à peu près dans 10 % des cas, on est capable de changer le diagnostic initial et donner le bon traitement. L'autre chose aussi qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des erreurs de frappe dans ce qu'on appelle votre génome germinal. C'est un grand terme. Jean-Sébastien l'a montré un peu tout à l'heure, ce que vous héritez de vos parents. Par exemple, bien, vous héritez aussi de fautes de frappe de vos parents. Et ces fautes de frappe-là peuvent vous mettre à risque de développer certains types de cancers. Et si on trouve ce genre d'informations-là, bien, vous devriez l'exclure comme donneur pour une greffe. Parce que là, vous allez donner finalement à un enfant ou à un adulte qui a besoin d'une greffe du matériel qui a une prédisposition à développer un cancer. On parlait de conditions tantôt qui pouvaient être dangereuses. C'est un exemple. Il y a des exemples de documentés à ce sujet-là. Ici, c'est une diapo que j'avais présentée l'année dernière pour l'immunothérapie ciblée. Donc ici, c'est un peu une petite twist, comme je mentionnais, par rapport à l'immunothérapie qu'on a vue tout à l'heure. Donc ici, vous êtes capable d'aller chercher chez un patient certaines de ces cellules, des cellules qui devraient reconnaître normalement les cellules leucémiques, les cellules malades. On les sort du corps, on les modifie. Et le fait de les modifier, on les modifie génétiquement. Et ce qu'on les rend finalement, c'est comme des cellules à tête chercheuse. Après ça, on peut les réinjecter aux patients. Et là, elles vont être meilleures à reconnaître les cellules leucémiques et s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle le CAR T-cell therapy. Ce n'est pas nécessairement des projets qui sont initiés à Sainte-Justine, mais c'est des projets qui viennent des États-Unis. Ils ouvrent des sites au Canada. Et la première fois qu'il y a eu une étude comme ça qui a été ouverte au Canada, c'était il y a déjà quelques années. Sainte-Justine était le seul centre qui recrutait des patients. On avait recruté 5. Et là, il y a un nouveau site qui s'en vient. On va avoir le droit au Canada d'en recruter 10. Là, il y a Toronto et nous qui vont recruter des patients sur cet aspect-là. Le dernier point, c'est le 80 %, ceux qui répondent.
Ici, c'est une image typique qu'on présente généralement. Vous avez ici des jumelles et une des deux a une leucémie. Donc, je pense que vous êtes capable de déterminer laquelle des deux. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre finalement pourquoi certains patients, certains survivants, vont développer telle ou telle séquelle. Et les séquelles sont variables selon le type de cancer. Donc, on a élaboré, il y a déjà plusieurs années, c'est une étude qui a commencé en 2012, qui a duré 5 ans, qui a commencé en 2011, qui a duré 5 ans, donc qui a fini en décembre 2016. On a analysé les données qui s'appellent PETAL. Vous voyez que la coordonnatrice, c'était une femme, donc vous avez beaucoup de couleurs et de pétales. En tout cas, je ne vais pas trop me noyer ici devant vous autres. Donc, chaque pétale représente une séquelle à long terme pour les enfants traités pour la leucémie lymphoblastique aiguë. Donc, on a, par exemple, syndrome métabolique. Donc, c'est des enfants qui vont avoir un surpoids, qui éventuellement vont être obèses et diabète de type 2, problèmes cardiovasculaires. Cardiotoxicité, c'est problèmes cardiaques qui amènent une crise de cœur. Le problème de morbidité osseuse, c'est ostéoporose, ostéonécrose qu'on retrouve. Et rappelez-vous, c'est des jeunes adultes, 18-40 ans, hommes-femmes. Donc, on a un petit bonhomme qui a une leucémie lymphoblastique aiguë, qui avait l'ostéonécrose, comme les os sont comme de la craie, qui se sont fait remplacer les 2 hanches à 13 ans, par exemple. Et au niveau neurocognitif, ça s'apparente beaucoup aux troubles d'apprentissage qu'on retrouve sur les TDAH. Dans certains cas, c'est un trouble de l'humeur, dépression, tendance suicidaire. Et pour la leucémie lymphoblastique aiguë, c'est à peu près 20-25 dans chacune des catégories. Et ce qu'on voulait faire dans PETAL, en combinant des données cliniques, des données génétiques, des données médicales, c'était de déterminer ou d'identifier des biomarqueurs, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qui nous permettrait d'identifier lequel parmi les survivants a un risque plus élevé de développer une de ces séquelles-là et de commencer à intervenir. D'avoir un plan d'intervention personnalisé. Et on est dans l'analyse présentement. Là, il y a à peu près 16 ou 17 papiers qui sont après sortir sur cette étude-là. Et on prépare maintenant le PETAL 2.0 qui va s'appeler le projet VIE. J'en parlerai dans un autre jour. Donc ça, c'est ma dernière diapo. Donc, j'ai déjà parlé de ce qu'on fait présentement. Donc, en recherche, que vous avez entendu tantôt, surtout ce que vous allez entendre dans les présentations ici, on prépare la médecine de demain. Donc, ce que je vous ai présenté ici, on prépare le futur, ce qui va devenir, ce que j'espère, les pratiques standards. Donc, c'est clair pour ce qui considère la prise en charge des enfants atteints de leucémie. Une meilleure stratification des patients, c'est important. C'est de donner le meilleur médicament au meilleur patient. Ça, on ne s'en sort pas quand on a des traitements traditionnels. Comprendre les effets secondaires à court terme, je n'en ai pas parlé ici, c'est de la pharmacogénétique. Pourquoi tel patient qui reçoit tel médicament ne répond pas? Pourquoi tel patient reçoit tel médicament à telle toxicité qui l'empêche de prendre son médicament pour lequel il répond? Les séquelles à long terme, j'en ai mentionné. Juste un point ici, vous voyez le 3e point, le continuum pédiatrie adulte, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un en arrière. C'est une problématique. On sait qu'il y a des séquelles à long terme, et dès que l'enfant quitte Sainte-Justine vers l'âge de 18-19 ans, qu'il s'en va en adulte, il n'y a personne en adulte pour le recevoir. C'est une problématique. Pas juste canadienne, pas juste québécoise, c'est international. Et le dernier point, c'est d'offrir ces thérapies alternatives-là, donc une possibilité de traiter les 20 % qui restent. Donc, je vais rester ici. Ça, c'est les personnes, évidemment, qui font le travail dans mon laboratoire, puis je vais prendre les questions un peu plus tard. Merci beaucoup de votre attention.